Bonjour et bienvenue. Et si on mettait de côté tout ce qu'on pense savoir sur les lois, juste un instant? C'est exactement ce que propose le texte qu'on va analyser aujourd'hui. Une idée, vous allez voir, assez radicale, qui vient secouer nos certitudes sur la démocratie et sur notre liberté. Voilà, la question est posée d'emblée et franchement, elle a de quoi faire tourner la tête. On nous a toujours dit que les lois étaient là pour nous protéger, pour garantir nos libertés, mais et si en réalité elles étaient l'instrument de notre soumission? C'est ce paradoxe, cette tension qu'on va explorer ensemble. Alors, pour bien saisir cette pensée, il faut commencer par déconstruire une idée qu'on a tous en tête, une sorte d'équation presque automatique. Plus de lois, c'est forcément plus de liberté. Le point de départ, c'est un doute profond sur ce qu'on appelle le droit positif, c'est-à-dire toutes les lois qui sont écrites et votées par les gouvernements. On tient pour acquis qu'elles sont là pour nous libérer, mais le texte nous dit, attendez, est-on bien sûr de ça? Et pour que ce ne soit pas juste une idée en l'air, l'auteur nous amène à un moment clé de notre histoire, la Révolution française. Avec ce texte que tout le monde connaît, la fameuse Déclaration des droits de l'homme, souvent vue comme le point de départ de nos libertés modernes. Mais c'est là que l'interprétation devient percutante. Selon cette analyse, la déclaration n'aurait pas du tout créé la liberté. En fait, elle aurait juste changé le maître. On est passé de la soumission à un roi à la soumission à un État, même élu. La personne qui tient la laisse a changé, mais la laisse, elle, est toujours là. On arrive maintenant au cœur du raisonnement, la pièce maîtresse du puzzle. C'est une distinction qui peut paraître simple, mais qui, en réalité, change absolument toute la perspective. Regardez bien, tout est là. D'un côté, il y a les lois, au pluriel, celles que nos parlements votent, changent, annulent, bref, des créations humaines qui varient avec le temps et les majorités. Et de l'autre côté, il y a la loi, au singulier, avec un L majuscule. Là, on parle de toute autre chose, le droit naturel, des principes qui seraient universels, qui existeraient avant même les gouvernements, et qui, eux, seraient inviolables. Et cette citation de Chateaubriand, elle frappe fort. Il dit bien des lois, au pluriel. Pour lui, ce n'est pas un progrès, c'est un joug, un fardeau. Il parle bien des lois créées par l'homme, par le gouvernement. D'accord. Mais alors si la loi, ce fameux droit naturel, ne vient pas des gouvernements, elle vient d'où? Quel est son fondement? C'est la question à laquelle on va répondre maintenant. Pour trouver cette base, le texte s'appuie sur un penseur très important du libéralisme classique, Frédéric Bastiat, et c'est sa vision des choses qui va servir de pilier à tout l'argumentaire. Voilà, la phrase est lâchée. Pour Bastiat, le socle de la loi, c'est la propriété. Et attention, ce n'est pas juste un élément important de la liberté. Non, pour lui, la propriété, c'est la liberté. Les deux sont indissociables. Il faut bien comprendre ce que ça implique. Ici, la propriété, ce n'est pas juste une maison ou un terrain. C'est l'espace personnel, la sphère d'action inviolable d'un individu. C'est son armure contre le pouvoir extérieur. Donc toucher à la propriété, c'est toucher à la liberté même de la personne. On assemble les pièces du puzzle et on arrive au point de friction, au paradoxe central. Si la loi repose sur la propriété inviolable, que devient l'État, dont le rôle est justement de créer des lois? La conclusion logique est assez implacable. Si le principe fondamental, la loi, dit que la propriété est sacrée, alors n'importe quelle loi humaine, que ce soit un impôt, une réglementation contraignante, une expropriation, qui vient limiter cette propriété, eh bien, elle viole ce principe fondamental. Et cette phrase du philosophe Hans Hermann Hoppe résume parfaitement ce paradoxe. L'État se présente comme le gardien de la loi, mais en même temps, il s'arroge le droit de légiférer, c'est-à-dire de créer des règles qui, très souvent, vont à l'encontre de ce droit fondamental de propriété. C'est le paradoxe ultime, en somme. L'État se positionne comme notre protecteur, mais son fonctionnement même l'oblige à faire exactement ce qu'il prétend interdire, porter atteinte à nos droits. C'est un peu comme un cambrioleur qui se ferait passer pour un agent de sécurité. On en arrive à la conclusion de cette pensée, et accrochez-vous parce qu'elle est particulièrement provocatrice. Elle s'attaque directement à notre rôle de citoyen dans une démocratie. Pour rendre ça très concret, le texte utilise un exemple qui marque les esprits. La confiscation de la magnifique cathédrale Saint-Basile à Moscou par le régime soviétique. Cet acte a été fait au nom de la loi, au nom du peuple. C'est l'exemple parfait de loi votée par le pouvoir en place qui anéantissent le droit de propriété et impose une soumission totale. Cet exemple historique nous amène tout droit à l'interpellation finale de l'auteur. Une interpellation qui vient questionner l'un de nos gestes les plus symboliques en tant que citoyens.
Et là voilà, cette phrase finale, c'est une véritable charge. Le message, c'est que l'acte de voter, qu'on perçoit comme l'expression suprême de la liberté, pourrait en fait être une demande de pouvoir. Le pouvoir d'utiliser la force de la loi pour imposer ses propres règles aux autres. On termine donc sur cette question vertigineuse. La thèse est radicale, c'est certain, et elle nous force à nous interroger. Si même les lois que l'on crée démocratiquement peuvent être des outils de soumission, alors sur quoi repose vraiment une société libre ? Le texte n'apporte pas forcément de réponse toute faite, mais il soulève une question essentielle qu'il est difficile d'ignorer.